Militants, je vous salue avec amitié, considération, estime. Je vous félicite d'être présent aujourd'hui et d'avoir répondu avec enthousiasme et motivation à l'appel d'Alain Barnier, organisateur de cette journée, qui, depuis déjà un certain temps, a œuvré avec enthousiasme, engagement total, pour que ce rassemblement soit une belle réussite. Aussi, je voudrais le saluer, le remercier de m'avoir invité, et je le salue pour la qualité des intervenants qui étaient avant moi et qui vont passer ensuite. Merci à eux d'être présents. Aujourd'hui, donc, je m'adresse à vous dans un contexte difficile, dans une France en déclin et avec une année 2017 marquée par des échéances capitales pour la France, qui sont, vous le savez, les élections présidentielles et législatives. Les résultats obtenus, vous le savez, sont loin de répondre à l'attente des patriotes. Ils vont impacter de manière critique la souveraineté du peuple, l'identité de la France et l'avenir de notre pays pour les 5 ans à venir. C'est en tant que simple citoyen, président du Cercle des citoyens patriotes, que je m'exprime devant vous. J'aime la France, notre patrie, la terre de nos ancêtres, celle où pour la plupart nous sommes nés. Vous le savez, la patrie c'est la terre des pères, la terre qui a vu des millions de Français de toute époque, de toute génération, souffrir, verser leur sang, des larmes et d'autres mourir de manière héroïque pour gagner et sauvegarder la liberté et l'identité de la France. Aussi, ce patriotisme chevillé au corps doit nous conduire à ressentir amour et fierté pour la France et à tout faire pour la garder libre et souveraine. En ce qui me concerne, je suis un patriote apolitique et je n'appartiens à aucun parti. Mon seul parti est la France, cette France chérie que nous aimons tant. Celle de Clovis, de Charlemagne, de Roland le Preux, ça a été dit tout à l'heure, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, de Du-Guesclin, du Chevalier Bayard, de Descartes, de Pascal, de Napoléon, de Pasteur, de Pierre et Marie Curie, des poilus de 14-18, du maréchal Foch, de Clémenceau, pour ne citer que les plus célèbres. En début d'année, un ami me demandait « Comment vois-tu l'avenir de la France ?» Il s'inquiétait de la voir sombrer et décliner de manière inéluctable et de constater qu'elle était peu à peu en train de disparaître avant de tomber peut-être dans le déchirement et l'affrontement. S'agit-il de déclin ou de décadence? Le déclin, vous le savez, est temporaire. La décadence est durable. À nous de tout faire pour l'arrêter. Aussi, comme beaucoup d'entre vous, à notre modeste niveau, nous conduisons avec le Cercle, depuis près de 2 ans, un combat contre la dégénérescence de notre pays, contre l'augmentation de l'insécurité, contre le déferlement migratoire et la perte de notre identité. En plusieurs occasions, le Cercle a joué le rôle de lanceur d'alerte. À Calais, vous le savez, en février 2016, lors des manifestations aussi et mouvements des policiers en colère, en octobre-novembre 2016, lors aussi de la campagne électorale des présidentielles en 2017, par une lettre ouverte sur les propos scandaleux d'Emmanuel Macron à Alger, et aussi par une plainte sur les anomalies et les fraudes des élections. Notre constat est simple. Depuis des dizaines d'années, la France va mal. Elle va même de plus en plus mal. À force de tout accepter, de tout tolérer, de tout admettre, au nom des sacro-saints droits de l'homme, de la laïcité, de la repentance, du vivre ensemble, la France a baissé sa garde. Elle a toléré sur son sol des zones de non-droit. Elle a laissé entrer une immigration incontrôlée,
car incontrôlable, vous le savez, avec l'espace de Schengen, qui est une passoire. Aujourd'hui, on continue à tuer en France au nom d'Allah. L'assassinat odieux de Laura et Morane à Marseille en est le témoignage le plus direct. Quel était leur crime? Ne pas être musulmane. En outre, l'assassin était un maghrébin clandestin, arrêté 8 fois depuis 2005 et jamais expulsé. Pas un membre du gouvernement aux obsèques. Nos vies ne comptent pas. Nous sommes des parias, des fainéants, des jaloux, des criminels au dire de celui qui représente la France. Représentant de la grande finance, pantin rothschildien, croyant être un personnage important avec l'argent des autres et de nos misères, et puissant dans sa férocité anti-française. Le petit Néron, sous tutelle, joue au grand chef. Mais nous, peuple souverain, nous n'avons qu'un seul chef, c'est notre France chérie. La République est devenue cette intrigante obscène qui prostitue nos vies. Nous ne sommes pas rien, n'en déplaise à Macron-Néron, malgré nos humiliations incessantes et notre pauvreté grandissante. Ceux qui ne sont rien, même gras de vice, d'argent, nageant dans le luxe et l'immoralité, constituent cette oligarchie immonde. N'inversons donc pas les rôles. Vous le savez, en tant que Français et président du Cercle de citoyens patriotes, je me suis attaché fidèlement à être, je vous l'ai déjà dit, un lanceur d'alerte. L'affaire de Calais a mis en lumière l'iniquité de la démocratie française. Le rejet inadmissible et scandaleux de mon recours devant le Conseil d'État du 23 septembre a prouvé la porosité ignoble d'un pouvoir sans foi ni loi et d'une justice qui obéit aux ordres du politique. Aujourd'hui, par manque de courage politique, par soumission et renoncement du pouvoir, la délinquance et le terrorisme prospèrent partout. L'ouverture des frontières à des populations qui refusent de s'intégrer et l'idéologie tiers-mondiste détruisent peu à peu notre nation millénaire. Depuis 3 ans en France, dans le monde, c'est avant tout l'islam qui frappe. On ne tue pas au nom du Saint-Esprit, du Christ, de Yahvé, de Bouddha. On tue au nom d'Allah, au cri de l'Abkar et pratiquement de lui seul. Il faut donc en tirer les conséquences. La charia s'installe partout et prend peu à peu dans notre pays la place de la République. En 1990, c'est déjà vieux. Parfaitement consciente du danger, l'opposition de droite décrétée aux États généraux à Villepinte, l'islam n'apparaît pas conforme à nos fondements sociaux et semble incompatible avec le droit français. Elle concluait, écoutez bien, qu'il fallait sans tarder appliquer une immigration zéro. De plus, elle refusait toute tentative de multiculturalisme et demandait une stricte assimilation à la République française. Elle concluait, c'est à l'islam et à lui seul de s'adapter afin d'être compatible avec nos règles. Mais de tout cela, aujourd'hui, il ne reste rien. En 1992, le pouvoir a, hélas, retourné sa veste pour se plier aux accords de Schengen avec ouverture des frontières et multiculturalisme à tout va. Plus de 30 années d'une politique d'immigration suicidaire ont mis la France en danger de disparition. Aujourd'hui, les statistiques le montrent, 70% des citoyens ne veulent plus d'immigration et refusent l'islamisation du pays. Mais ils sont méprisés, vous êtes bien placés pour le savoir, alors que la sagesse imposerait de les écouter. Depuis près de 4 mois, le nouveau pouvoir, comme l'ancien,
porte atteinte au respect de la Constitution et à l'identité de la France. Responsabilité du chef de l'État. L'indivisibilité, la sûreté et l'intégrité de notre territoire sont menacées. Mais qu'attendre d'un apprenti sorcier qui s'est improvisé grand inquisiteur de la France et de son peuple à Alger pendant sa campagne, appelant à la traque des patriotes à Marseille avec son slogan empli d'une haine anti-française, « Sortez-les », avec des cris de psychopathe perdant toute maîtrise de lui-même. Monsieur le Président, comment faire preuve d'une telle ignorance de l'œuvre française en Algérie? Œuvre que vous avez osé qualifier de crime contre l'humanité, puis voulant minimiser une telle ineptie, de crime contre l'humain, ce qui ne veut strictement rien dire. Comment un brillant énarque peut-il être aussi nul en histoire? Depuis, vous avez nié la culture française et pris la Guyane pour une île. J'en déduis donc que la géographie n'est pas non plus votre point fort. D'ailleurs, Monsieur le Président, quels sont-ils vos points forts? Une audace de camelot? Un égocentrisme narcissique? Une mégalomanie nombriliste? Et une capacité à dire tout et son contraire avec la force, la conviction et l'aplomb d'un bonimenteur de foire. Mais ce n'est pas tout, et une chose est sûre, Emmanuel Macron a une difficulté avec les militaires. Manifesté durant l'été, lors de la crise paroxystique avec le chef d'état-major des armées démissionnaires, Pierre de Villiers, cette défiance trouve clairement sa source dans la crainte exprimée lors du discours présidentiel à l'hôtel de Brienne du 13 juillet. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant les concitoyens, devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression, de nul commentaire. Il continue d'avoir curieusement besoin de démontrer que l'autorité civile qu'il incarne doit faire marcher les militaires sans murmure ni discussion. Il vient encore de le signifier par la rétrogradation hiérarchique infligée au chef d'état-major particulier de l'Élysée, l'amiral Bernard Rogel, qui perd une place dans le protocole de l'Élysée, ce qui n'est pas seulement symbolique, mais une marque de défiance supplémentaire à l'égard de l'armée et des militaires. En démontrant à tout le moins que ce militaire, croisé tous les jours par le président, était dans une position trop élevée à ses yeux, il humilie à nouveau l'armée et tous les militaires. Aujourd'hui, nous avons une armée déconsidérée, des frontières incontrôlées, un président incontrôlable, mais souffrant d'un besoin de contrôle obsessionnel qui rogne chaque jour nos libertés fondamentales et notre droit à nous défendre et à vivre. Aujourd'hui, la France n'est plus qu'une souffrance à perte de vie. Sa ruine est organisée, ainsi que sa mise sous tutelle. L'iniquité est galopante, la brutalité du système est grandissante, les mensonges d'État de plus en plus flagrants, à commencer par cette parodie des élections. J'en suis convaincu. Si on revotait à main levée comme nos ancêtres, et non sous le voile d'isoloir, objet de toutes les manipulations constitutionnelles, on ne verrait sûrement pas la confirmation de cette usurpation présidentielle. Le cercle que je préside s'est lancé très tôt dans la bataille contre la manipulation des votes, avec des naturalisations comptabilisées jusqu'à une semaine du vote, ce qui ne s'était jamais vu, celles laissées au bon vouloir discrétionnaire du préfet, les votes par procuration étant outrageusement facilités, ainsi que le droit légitime du peuple français à consulter les listes électorales à partir de 2020. Quand la justice devient loi, la résistance est un devoir, comme le prévoit l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Je vous le lis.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. On comprend mieux le refus de le prendre en compte dans sa constitution, dans la Constitution française. Aussi, notre résistance est légitime, même si tout est fait pour la rendre illégale et pour nous imposer un génocide tyrannique. Selon notre président, le soutenir, c'est être pour la France. S'opposer à lui, c'est être contre la France. Ne nous laissons pas duper par cette tromperie, cette mystification. Aussi, soyons vigilants en France. Ne devenons pas minoritaires dans notre propre pays. Exigeons que les lois françaises soient appliquées avec rigueur à tous les résidents en France, quelle que soit leur appartenance religieuse ou leur pays d'origine. Il ne peut pas exister dans notre pays plusieurs catégories de Français et de citoyens. Il n'y en a qu'une. Et celle-là détient le droit et le devoir de défendre la patrie, la nation, envers et contre tout. Afin d'éviter le jour où viendra, où il faudra sauvegarder nos valeurs, nos repères, notre identité par la force, afin d'échapper aussi à la marche vers la survie de notre identité, notre rôle de citoyen, partout où nous nous trouvons, consiste à informer, à crier la vérité, à sensibiliser l'opinion aux risques larvés qui menacent notre pays. Désormais, notre avenir est une errance qui ne peut prendre fin qu'avec une volonté farouche de nous enraciner et de défendre notre identité. Mais comment défendre une identité et un ancrage civilisationnel quand tout absolument est fait pour nous diluer chaque jour davantage dans un détricotage de tous nos acquis et repères fondamentaux? Peu à peu, nous sommes en train de plonger dans une sorte de servage mental, économique. Que faire? Notre pays a toujours révélé sa force dans sa capacité à rester concret, créatif, efficace et organisé. L'ère du virtuel a trompé notre bon sens en lui faisant croire à des modes d'action où le discours se substituant à l'action est devenu une logorrhée privée de son pouvoir affectif. Il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on pense. Faire. Mais comment faire lorsque notre espace de liberté et de sécurité se réduit chaque jour, lorsqu'on nous assène les slogans de la bien-pensance pour nous forcer à dire tout va bien alors que tout va mal? Plus nous sommes privés de nos droits, plus cyniquement on nous balade avec une liberté fallacieuse et destructrice. Or un Français, un vrai Français, est un bâtisseur. Notre histoire depuis 2 millénaires le prouve. Pas un démolisseur. À coups de repentance, de culpabilisation mortifère, de soumission, on fait jour après jour de la France l'otage d'une histoire si partiale qu'elle en devient mensongère. À l'origine, dans notre action du cercle, nous avons fait effort sur les zones urbaines, où siègent aujourd'hui 80% des habitants en France. Mais le constat est simple. Pour diverses raisons, nous avons pris conscience qu'il fallait inverser la vapeur et porter notre action majeure sur les zones rurales. C'est la raison aujourd'hui de notre présence dans l'Ardèche et il y a un mois dans le Comminges, dans la vraie France profonde, authentique, ancestrale. Devant une telle dislocation dans notre pays, la seule solution est l'union des bonnes volontés. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le projet Sauvons nos maisons, opération majeure qui est un acte de résistance fort et salvateur. Oui, je crois à ce projet né de la détermination de patriotes à défendre nos zones rurales
de plus en plus menacée, notamment par le regroupement de communes qui va de plus en plus s'élargir et réduire peu à peu la seule démocratie qui nous reste encore, la démocratie locale. Tout concourt à la mise en danger de nos petits villages, vétérans de notre culture ancestrale. Une urbanisation de plus en plus massive, une pandémie de l'individualisme, un mercantilisme inouï, où tout va pouvoir se monnayer. Les bébés seront-ils un jour à vendre sur catalogue? À ce monde sans âme, nous devons résister et réagir. Le plan Sauvant nos maisons est avant tout un réseau d'entraide qui débouchera sur le baptême de la première maison de ce plan ambitieux. Vous le savez aussi, M. Macron est allé rendre visite à M. Tsipras à Athènes. Il a fait état d'une proposition qui est la première marche du fédéralisme européen, cette fois de la disparition des nations, éclatées ou non dans un ensemble européen encore plus contraignant où leur souveraineté finira de disparaître. M. Macron a relancé l'idée d'une zone euro fondée sur un exécutif unique et dotée d'un parlement de plus. Or, les Français étaient majoritairement opposés à la dilution de la souveraineté démocratique de la technocratie bruxelloise. Leur vote de 2005, notre vote, avait été clair. La victoire paradoxale de M. Macron fait aujourd'hui de la France un vecteur du fédéralisme européen, alors que jamais les divergences n'ont été aussi fortes. Certes, les Français sont favorables au maintien de l'euro par peur du saut dans l'inconnu, mais l'homme qu'ils ont fait entrer à l'Élysée va-t-il résoudre leurs contradictions en faisant taire toute leur réticence vis-à-vis de l'Europe? Après les propos, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'identité française. On voit que la souveraineté est désormais au niveau européen. Pour notre président, la France n'est qu'une province européenne. On le constate. Emmanuel Macron n'aime ni la France, ni les Français. Le voilà, le véritable nini. La pensée complexe qu'il s'attribue est-elle vraiment à la hauteur de la gestion d'un grand pays? Je vous laisse seul juge. Ces propos très durs à l'encontre des États qui s'opposent à l'immigration ne laissent aucun doute à ce sujet. Un des grands torts de la campagne présidentielle a été de mettre l'accent sur la souveraineté monétaire plutôt que sur l'identité de la France, menacée par l'immigration incontrôlée. Le résultat est que les Français vont perdre et leur souveraineté et leur identité. Aujourd'hui, le temps est venu de dire les choses comme elles sont, de clamer la vérité avec force, sans faux semblants et sans vaine précaution. Non, on ne peut plus continuer à se taire. Il faut parler et dire ce qui se passe. En un mot, sortir de l'omerta. Aussi, puissions-nous sortir de nos médiocres débats politiciens et de nos divisions stériles. Puissions-nous, face aux nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de nos têtes, retrouver le sens des réalités. Puissions-nous aussi retrouver le sens de l'unité nationale qui nous fait tant défaut depuis que ce pays n'a plus de cap ni de boussole. Puissions-nous encore mettre un terme au régime mortifère des partis. Puissions-nous enfin nous débarrasser des politiciens de droite comme de gauche et de ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui nous mentent chaque jour depuis si longtemps et pour qui la France n'est d'évidence que le cadet de leurs soucis. Qui saura la sauver du désastre, la réconcilier avec elle-même, la rassembler autour de ses vraies valeurs, lui rendre son génie et son rayonnement dans le monde? Sans cela, assurément,
Notre pays a devant lui des épreuves très difficiles à vivre. Puisse, en dernier ressort, ce propos contribuer à sonner le tocsin et à réveiller nos compatriotes avant qu'il ne soit trop tard. Alors que faut-il faire? Que veut-on? Le peuple français est annihilé, anesthésié. Il doit réagir. L'enjeu est civilisationnel. Doit-on mourir ou vivre? Quelle France veut-on laisser à nos enfants demain? Doit-on boire la coupe jusqu'à la ligne? Demain, au nom de la laïcité républicaine que notre apolitisme ne peut que cautionner, devra-t-on invoquer Michel pour ne plus parler de l'archange Saint-Michel? Sous la Révolution, la ville de Saint-Denis était devenue Franciade et Saint-Malo s'appelait Port-Malo. N'oubliez pas, pour vous en convaincre, que nous sommes dans un pays qui voudrait interdire les crèches de Noël pour ne pas froisser la diversité. Aujourd'hui, il faut réveiller les Français avant qu'il ne soit trop tard. Donc se réveiller nous-mêmes et réveiller les autres. Un grand nombre a oublié la magnifique devise du général de Lattre, de Tassigny, le roi Jean. Ne pas subir. Oui, ne pas subir et résister. Mon propos se veut juste, objectif, précis, implacable sur la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons. Son but est de donner des pistes pour y remédier et résister. Il nous assiste à faire notre cette devise, faire face. Le temps presse. Alors j'y reviens. Que faut-il faire? Primo, on est en guerre, ne l'oublions pas. Il faut se mobiliser pour sauver la France. Oui, se mobiliser. Il faut retrouver l'esprit de combat. Ne pas accepter d'être trompé par nos gouvernants. Il faut avancer, se battre pour vivre et ne pas mourir. Oui, on est en guerre. Alors en guerre, on se bat pour vaincre l'ennemi. N'oublions jamais. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Nous devons tous être des soldats. Soyons comme les 1,4 million des poilus de 14-18 qui sont morts pour que la France vive et soit libre. Possédons un esprit de combat. Que pouvons-nous faire chacun à notre niveau pour sauver notre pays? Chacun doit se dire, puis-je me rendre utile? Puis-je proposer mon aide? Ayons toujours à l'esprit la parole de John Kennedy lors de son investiture en 1962. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ayons à l'esprit, et n'oublions jamais, que chaque individu est d'abord un homme, un être humain fait de chair et d'os avant d'être un citoyen. Le but est donc de reprendre les rênes du pouvoir en vertu de l'article 3 de la Constitution de 58. Que dit cet article? Vous le connaissez tous. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ce qui veut dire que le peuple est souverain et que les représentants élus exerçant la souveraineté ne peuvent le tromper ou le trahir. Aussi, nous revendiquons pour les Français le droit fondamental dont disposent tous les autres peuples du monde, celui de vivre en paix chez nous, selon notre identité, nos valeurs, notre culture, nos racines, notre histoire, notre langue, avec tous ceux qui acceptent ces conditions. Que faut-il faire encore? Clamer partout la vérité. Le grand Émile Zola disait « Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. » Comme il avait raison. Aussi, il n'y a qu'une seule façon de sortir du tunnel. Une seule. La colère. Le peuple français doit dire qu'il en a assez d'être méprisé
Il doit le dire haut et fort et reprendre le pouvoir confisqué par un système oligarchique et corrompu. Il doit le dire avec colère. Il doit le dire non seulement dans le secret des urnes, mais le dire partout, en famille, dans les salons, à l'usine, à son cercle d'amis. Il doit dénoncer les accusations fausses, dénoncer les manœuvres qui spolient ses droits. Il doit reprendre les mots d'ordre de son hymne national. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Non pas forcément s'armer de Kalachnikov, mais brandir le bouclier de la vérité avec force, défendre l'amour du bien commun avec volonté, afficher courage et détermination dans le quotidien. En résumé, il faut rendre le pouvoir aux Français, la souveraineté au pays et restaurer notre identité. Nous allons donc nous organiser, avec d'autres bien sûr, pour sauver notre pays et continuer à conduire des actions précises que l'on déclinera au fur et à mesure. Actuellement, tout est fait pour encourager l'éphémère, car le Français doit devenir un être transparent, un exclu dans son propre pays, un banni, un proscrit, un SDF. Avant tout, il s'agit de remplacer le français ancestral autochtone par le soi-disant exclu d'hier. Il faut donc que les Français patriotes dénoncent avec force les dérives de la République, notamment le favoritisme cultuel, la violation de la laïcité par clientélisme éhonté et encouragement de l'apartheid. Vous le savez, la partition du territoire a été envisagée par l'ancien chef de l'État. Bien d'autres actions sont envisageables. Mon but était de vous montrer que chaque patriote, où qu'il soit, quel que soit son âge, peut et doit agir avec pour but unique le salut de la France. Aussi, après les élections présidentielles et son point de position, je voudrais dire un mot des forces en présence. Aujourd'hui, la France est fracturée en deux camps. D'un côté, les patriotes, de l'autre, les mondialistes. Les patriotes, c'est vous, c'est nous, c'est la France historique et ancestrale. Les mondialistes, c'est la République multiculturelle, métissée, avec le vivre ensemble et le communautarisme, soumise à la mondialisation et à une Europe supranationale disposant de tous les pouvoirs. La fracture n'est donc ni ethnique, ni économique, ni générationnelle, elle est idéologique. Il s'agit d'une part de l'opposition entre les tenants de la doxa officielle, qui prône à la fois un grand métissage culturel mondialisé et la destruction des États-nations, et d'autre part, les partisans du patriotisme qui refusent le dévoiement des droits de l'homme au profit d'une élite cosmopolite fondée sur la finance et les profits et le grand capital. Cette confrontation idéologique radicale oppose deux camps aux forces très inégales, le pouvoir politique, la presse, le patronat, les syndicats, le monde associatif, les artistes sont dans le camp des mondialistes progressistes. Les patriotes, moins nombreux, soutenus par quelques élus politiques, sont dans le camp dit réactionnaire et populiste. Néanmoins, ce sont ces derniers, les patriotes, qui se réveillent et prennent position dans l'opinion publique, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Déjà de nombreux Français, majoritairement parmi ceux qui estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre, ont déjà franchi le Rubicon. D'autres voudraient bien en faire autant, mais n'osent pas encore, terrifiés par les conséquences d'une excommunication sociale. Car effectivement, pour faire barrage au camp des patriotes, les médias présentent systématiquement les patriotes comme des racistes, des xénophobes, des islamophobes et des ignares, dans le but de provoquer à leur encontre un rejet synonyme de mort sociale. Enfin, de rester dans le timing que je me suis fixé, j'aborde la dernière partie. 1. La France ne peut pas et ne doit pas mourir. Elle doit survivre et rester éternelle. Pourquoi ? L'article 1 de notre Constitution de 58 nous dit
La France est une république indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Notre territoire est donc indivisible. Comment existe-t-il alors des zones de non-droit? Comment notre ancien président de la République a-t-il pu envisager la partition du territoire? Nous ne l'accepterons jamais et nous battrons pour qu'il reste un et insécable. Lorsque pour chacun de nous, le moment sera venu de rejoindre les oies sauvages et la terre des pères, serons-nous en paix avec notre conscience? Aurons-nous des regrets? Aura-t-on épargné à notre descendance le sang, la souffrance, les larmes et le choix cornélien auquel nos futures générations risquent d'être confrontées? La valise, le cercueil ou la dimitude? Pour éviter tout cela, nous tous Français patriotes, attachés à la France, notre pays, notre patrie, notre terre, nos racines, cette France que nous aimons, levons-nous ensemble, ensemble comme l'ont fait nos aînés, formons la grande chaîne de l'unité nationale et civique pour sauver la France. Serrons les rangs et unissons-nous pour ne pas subir, car c'est du peuple, c'est de nous seulement que viendra le salut. Oui, la France nous attend pour continuer à vivre. Non, il n'existe pas de fatalité du destin. Seul le renoncement provoque le destin tragique. Aujourd'hui, les mots, que ce soit les paroles et les écrits, ne suffisent plus. Patriotes, fiers d'être Français, unissons-nous pour constituer le ferment, le ciment, la clé de voûte d'une France qui a longtemps été le phare du monde et qui doit le redevenir. Si vous aimez la France, ce qui est votre cas, alors aidez-la, aidez-nous. Comme la grande armée des grognons de l'Empire, celle des Français malheureux suivra. Oui, comme dans la vieille garde de l'empereur qui était engagé, vous le savez, comme ultime réserve, le carré se resserre, mais les grognards subsistent. Alors aidez-nous à sauver la France. Nous devons réussir la survie de notre beau pays et lui redonner sa fierté et son honneur. La patrie en danger nous attend. Il m'appartient de conclure en évoquant Georges Clemenceau, le père La Victoire. Il reste dans l'histoire le tigre, le tombeur des ministères, pourfendeur du régime. Mais c'était un avant tout, un grand républicain patriote qui aujourd'hui serait bien utile à la France. Gardons à l'esprit sa superbe citation à méditer plus que jamais. Gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait. Vous le savez, vous le constatez, la France vit une immense tragédie, car son identité est en péril. À moins d'un sursaut des citoyens patriotes, elle risque d'en mourir. Alors partout, comme Zola et Clemenceau, clamons la vérité. Partout, dénonçons avec force la destruction progressive et programmée de la France. N'oublions pas que nous, les citoyens patriotes, nous sommes la France. Partout, menons le combat afin de la sauver. Alors, debout les patriotes, car c'est debout que l'on écrit l'histoire. Et pour toujours, vive la France! Les patriotes, fiers de l'être, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la France. Nous allons chanter donc cet hymne national pour lequel tant de Français ont versé du sang, des larmes, et avec souvent courage et héroïsme, pour que notre pays reste libre et soit le phare du monde. Vous savez tout ce qu'il y a derrière ce chant que Roger de Lille a créé, et donc qu'il soit pour nous la source de notre motivation, de notre engagement de sauver cette France éternelle. Allons enfants de la patrie,
gloire est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et pour toujours